Alors aujourd'hui, je vais vous poser cette petite question. Les métiers de l'édition scientifique, qu'est-ce que c'est? Les métiers de l'édition scientifique, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on est chercheur, on crée du savoir et on doit ensuite le diffuser. Pour le diffuser, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des conférences dans lesquelles on présente sous forme de présentation d'affiches, en fait, des sortes de posters en A0 où on représente tous nos travaux, ou alors sous forme de conférences, qui peuvent être des conférences au format les plus divers possibles, 15-20 minutes avec 5 minutes de questions, 45 minutes, des conférences invitées, bon il y a tout un tas de formats, je ne vais pas détailler. Et le dernier point, c'est le point qui reste, c'est un écrit, c'est ce qu'on appelle une publication scientifique. Alors une publication scientifique, c'est en fait un article qui peut faire quelques pages, quelques dizaines de pages, et qu'on va soumettre à un journal, à une revue scientifique. Cette revue, elle est possédée par un éditeur scientifique. Donc il y a des grands noms de l'édition scientifique que je ne vais pas citer ici, je pourrais vous les donner si ça vous intéresse. Voilà. Donc comment ça se passe ensuite? Donc le scientifique, il a fait ses expériences, il est content, il est persuadé que tout ce qu'il a fait, ça va bien dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il a testé toutes les sources d'erreurs possibles et à sa connaissance, il n'y en a pas, donc du coup, il a fait sa découverte et il veut maintenant relater sa découverte et en faire profiter le reste de la communauté scientifique. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un article. Alors c'est en anglais dans la majorité des cas, en tout cas en sciences dures, c'est la plupart du temps de l'anglais. Voilà. Il y a quelques exceptions, mais ça reste quand même des exceptions. La langue internationale, c'est l'anglais. Donc tous les chercheurs, généralement, ils parlent super bien anglais. Presque tous. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Donc une fois qu'il a rédigé son article, alors il peut être tout seul ou avoir des co-auteurs, bien qu'est-ce qu'il fait? Il va le soumettre à une revue, ce qu'on appelle un journal. Donc le journal of American Society, machin truc, le journal Physical gna gna gna, le Chemical Physics, voilà, il y en a plein, des journaux. Il y en a des centaines, si c'est pas des milliers en fait, j'ai pas fait de recensement, mais il y en a vraiment par thématique des milliers. Donc déjà il faut qu'il choisisse, le chercheur, le journal qui lui permettra d'avoir le plus de, on va dire, impact sur la communauté. C'est-à-dire que ça sert à rien, si je résume, d'écrire un truc en mécanique si vous parlez à des astrophysiciens par exemple. Enfin, dans la plupart des cas, ça risque de servir à rien. Donc il faut bien choisir son journal. Une fois qu'on le choisit, on l'envoie ensuite en soumettant en ligne à un éditeur et en gros l'éditeur dit ok, je vais vous répondre dans tant de jours. Tant de jours après, l'éditeur dit ok c'est bon, ça correspond bien au champ disciplinaire du journal, donc je vais maintenant l'envoyer à des reviewers. Les reviewers, c'est d'autres scientifiques comme nous qui vont lire sur une période de temps délimitée cet article et qui vont en quelque sorte le critiquer, le noter et qui vont dire oui ok, il y a un apport suffisant, c'est exceptionnel, c'est de la grosse merde, on ne va pas le dire comme ça bien sûr, mais en gros ils vont le critiquer scientifiquement et ils vont envoyer ensuite les rapports à l'éditeur qui va retourner le tout de façon anonyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait qui sont les reviewers, et il va renvoyer ça à l'auteur. Avec la décision, c'est accepté, c'est refusé, c'est accepté, mais il faut faire des petites modifications. Alors à la 27e ligne du 33e paragraphe, vous avez oublié une virgule, c'est pas bien. Voilà, bon, enfin, ou alors accepter avec modification majeure. En gros, c'est bien, mais il faut que vous fassiez la moitié de vos manips. Ah, ça m'a pris 3 ans! Bon, vous voyez un petit peu le... Voilà, donc c'est pour vous expliquer un petit peu la problématique du chercheur, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, le chercheur, il fait les corrections qui ont été demandées par le reviewer, si c'est accepté, et ensuite, il renvoie la copie, le reviewer rejette encore un coup d'œil, et fait les derniers détails, et puis si c'est bon, c'est publié quelques mois après. Donc généralement, entre le moment où on soumet un article et le moment où l'article est en ligne, il peut se passer fastoche 6 mois quand même. Ça prend un petit peu du temps, parce que c'est quand même une démarche scientifique qu'il y a derrière, et on ne veut pas publier n'importe quoi, donc on n'hésite pas à
à réfléchir, à refaire, à réécrire. Donc en fait, les scientifiques, les chercheurs, ils sont quand même la plupart du temps en train de rédiger. Quand ils ne rédigent pas des projets pour essayer d'avoir 4 sous pour leur manip. Donc en gros, on peut dire que des chercheurs, ils passent quand même une grosse partie de leur temps à faire de la rédaction. Voilà. Alors maintenant, il faut que je vous parle un petit peu des éditeurs, parce que ces éditeurs, quelque part... Alors, ce que je vais dire dans la suite, ça n'engage que moi, d'accord, hein, c'est pas forcément toute la communauté qui pense ça, bien que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le penser de plus en plus. Les éditeurs, expliquons ce qu'ils font. Alors, ils font un travail d'édition, c'est très bien, le scientifique n'est pas capable de le faire. Mais le scientifique, bah, l'éditeur, il ne va pas le payer pour le travail de reviewer qu'il va faire, non. Pour l'écriture de l'article, bah, il n'est pas payé non plus, en fait, hein, voilà, donc en gros, est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de la gueule du monde? Si. Ah ouais. Ouais, bah, je pense un petit peu qu'on s'en fout un petit peu de la gueule du monde. Et du coup, bah, ça devient... Des fois, c'est un petit peu rageant. Alors, il y a des difficultés certaines, c'est que les frais d'abonnement à ces journaux auprès des éditeurs sont parfois faramineux. C'est des budgets à plusieurs millions d'euros dans chaque université. Donc là, il y a un grand chambardement qui est en train de se passer, où on est en train de se demander si finalement cet argent que les universités passent pour payer les éditeurs, pour avoir accès aux revues, qui sont quand même écrites et corrigées finalement par les scientifiques eux-mêmes, hein, d'autres universités, mais par les pairs, ce qu'on appelle, et ben voilà, c'est en train un petit peu de changer. On se demande s'il ne vaudrait pas mieux payer juste les frais d'édition, voilà. Mais c'est pas évident quand même, hein, c'est très complexe et ça nécessiterait un autre pensée pour moi-même pour vous expliquer plus en détail. Voilà. Simplement, ce qui se passe, c'est que dans certaines universités moins riches, alors les pays en développement en particulier, mais pas que, parce que même en France, vous allez voir que ça touche même les universités françaises, et bien en fait on n'a pas accès à l'intégralité du savoir sur le web, sur les journaux scientifiques. Oui, moi ça m'arrive très régulièrement online de cliquer et de voir que il faudrait que je paye 30 $ ou 30 € pour avoir accès à un article. Et en gros, c'est pas 1 sur 2 dans mon domaine, mais pas loin. Donc se sont mis en place un petit peu, et je suis dans une université française, hein, je tiens à le préciser. Donc en fait là, il s'est mis en place une sorte de réseautage où on a des contacts dans des universités qui sont plus prestigieuses que l'université dans laquelle on travaille, et on demande à ses collègues s'ils peuvent avoir accès à cette revue, nous l'envoyer, etc. Ce qui est complètement illégal, hein, mais bon, pour avoir accès au savoir, à un moment donné, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, hein, c'est tout. Voilà. Alors il y a aussi il y a d'autres façons de faire, c'est que le chercheur peut également mettre lui-même en ligne son article, mais une version non publiée, non aboutie en fait, sur une sorte de base de données. Donc il y a le serveur HAL que je vous mets ici, là. Voilà. Donc là, c'est une démarche à faire soi-même, hein. Chaque chercheur va le faire soi-même ou pas, donc c'est des bases qui sont très incomplètes. Et sinon, vous avez, alors là c'est du gros piratage, hein, d'accord. C'est une universitaire russe qui en a eu marre et qui a décidé de faire ça, donc d'aller écrire des programmes pour pirater les comptes de différentes universités pour récupérer les articles quand on les trouve pas. On a juste à rentrer soit l'adresse internet, soit ce qu'on appelle le DOI, c'est un numéro qui caractérise en fait la publication que l'on recherche, et on le rentre dans un champ, donc sur un site qui ressemble à ça, voilà. Et là, 8 fois sur 9, 9 fois sur 10, on va trouver la publication, mais de façon complètement illégale. Et ce programme, hein, donc ça fait un peu le buzz en ce moment, ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller soit pirater une université pour récupérer via un abonnement cet article, soit s'il l'a déjà fait, il le met dans une base de données à lui, et donc du coup il pirate qu'une seule fois. Bon, vous voyez un petit peu, c'est pas tout blanc, hein, c'est gris, ça tire un petit peu vers le noir, ça reviendra peut-être au gris-blanc, on ne sait pas trop hein, comment ça va se passer dans l'avenir, mais toujours est-il qu'un des objectifs du chercheur, c'est quand même de publier, parce qu'en fait, c'est grâce à ça qu'il existe et qu'il communique ses résultats à la communauté scientifique. Et il y a des dérives dont je ne vais pas parler maintenant, mais c'est la porte ouverte à une autre vidéo du coup pour vous en parler.
Et ces dérives, c'est tout simplement ce qu'on appelle la bibliométrie, c'est-à-dire qu'on évalue les scientifiques sur leur nombre de publications, pas forcément la qualité, pas forcément dans la communauté, mais en gros juste des nombres bruts comme ça qui ne veulent pas dire grand chose. Il y a des choses qui s'appellent le H-index, dont je vous parlerai une prochaine fois. Mais on arrive à des absurdités telles que par exemple, pour pouvoir... alors là c'est pas en France, ça c'est en Roumanie par exemple. Je ne sais pas si c'est dans tous les instituts en Roumanie, mais je sais en Roumanie que ça peut exister. Si tu veux passer un grade et gagner un petit peu plus d'argent, il faut que tu aies tant de publications en premier auteur, sinon va te faire voir. Voilà, c'est un petit peu... Donc du coup, le scientifique qui intègre, ok, pas de problème, il va attendre. Celui qui n'est pas intègre, il va publier de la merde, mais il va gagner plus d'argent. Voilà, bon. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Allez, écoutez, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, et surtout, n'oubliez pas, restez critiques!